L'intimité est-elle menacée aujourd'hui, en 2019? Alors, à en croire certains de nos contemporains, oui, elle serait en grand danger. En fait, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle intimité. On va donc y consacrer quelques minutes. Et puis, on va essayer de voir aussi, bien sûr, quelles sont les forces qui s'y opposent. Hein, parce que dans la vie psychique, dans la vie sociale, il n'y a jamais un seul courant. Hein, il y a toujours un courant antagoniste. Donc, quelles sont les forces aujourd'hui, psychiques, sociales, qui peuvent s'opposer aux valeurs de l'intimité? Et puis, évidemment, sur ce chemin, on abordera la place de la technologie innovante que tout le monde a à l'esprit aujourd'hui, le fameux Internet. Comment Internet modifie-t-il les conditions de l'intimité? Voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'intimité? Alors, il y a toute une tradition qui définit l'intimité par rapport à ce qu'elle n'est pas. Il y a l'intime, il y a le privé, il y a le public. Le public, c'est ce qu'on partage avec tout le monde. Hein. Le privé, c'est ce qu'on ne partage qu'avec quelques-uns. En général, c'est confondu avec la vie familiale. Et l'intime. Alors là, l'intime, les choses se compliquent parce que il y a des choses qu'on ne partage avec personne, mais il y a des choses qu'on partage dans l'intimité. C'est pour ça que les anciens, en fait, quand ils parlent d'intimité, ils distinguent l'intime et l'intimité proprement dite. Alors, si on essaye de penser ça, non pas en termes de relations sociales, l'intime c'est ce qu'on a pour soi, par exemple la masturbation ça serait de l'intime, la vie sexuelle avec une personne, l'intimité. Mais si on essaye de sortir de ça et de le penser du point de vue de la vie psychique, je pense que l'intime c'est ce qui n'est pas forcément encore élaboré pour nous, hein. C'est ce qui est en chantier, c'est ce qui est en chemin. On en a une sorte de préconception, mais c'est pas clair. Donc on ne peut pas vraiment partager l'intime. Lorsque l'intime se précise en nous, lorsqu'on arrive à y voir un peu plus clair, on peut décider de le partager avec une personne privilégiée dans l'intimité. Et donc, vous voyez, déjà, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que si l'intimité est menacée, l'intime ne l'est pas forcément, hein. Tout au moins avant l'invention d'Internet, on va en parler après. Mais disons, avant l'invention d'Internet, globalement, eh bien, l'intimité peut être menacée, pas forcément l'intime. Ou alors, il faut imaginer un système à la Orwell, dans lequel, justement, même ce qu'il y a de plus intime à chacun, voire de plus inconnu de lui-même par chacun, serait connu par un pouvoir central. Voilà. Mais traditionnellement, donc intime, intimité, privé, public, vous voyez, il faut répartir ces 4 catégories et non pas n'en prendre en compte que 3. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui peut s'opposer à l'intimité du point de vue de la personne, du point de vue de la vie psychique? Alors, c'est quelque chose que j'ai appelé l'extimité. Il y a un désir d'intimité, il a parcouru toute la deuxième moitié du XXe siècle, avec des textes fameux sur le droit à avoir un espace à soi. Moi, j'ai encore connu des hôpitaux psychiatriques dans lesquels il y avait des espaces collectifs où les malades avaient leur lit chacun côte à côte, et ça a été une grande victoire le jour où nous avons réussi à installer des tables de nuit dans lesquelles chaque patient avait quelques objets personnels, un espace d'intimité. Parce que pendant très longtemps, l'intimité a été confondue avec un espace. Mais ce qui a été bouleversé aujourd'hui par Internet, on en parlera un peu plus, c'est que l'intimité est beaucoup plus associée à une posture personnelle. Et cette posture personnelle, justement, elle est modifiée par un désir qui, à la fois, complète et s'oppose au désir d'intimité, c'est le désir d'extimité. Quelques mots maintenant sur l'extimité. Alors, le mot existe depuis longtemps, hein. Il existe déjà dans des romans du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais alors, il y a quelqu'un qui l'a rendu fameux, c'est Jacques Lacan. Et Jacques Lacan, pour parler de l'extimité, prenait une petite bande de papier, et puis vous savez, il la retournait, et il montrait que cette petite bande de papier, une fois retournée, constituait ce qu'on appelle une bande de Mébius. Alors c'est quoi une bande de Mébius? Alors pour le comprendre, il suffit d'imaginer une petite bande de papier sur laquelle il y a une mouche qui se déplace. Et si vous avez par exemple, une bande de papier organisée comme un bracelet, la mouche ne va pouvoir passer du dedans au dehors qu'en franchissant la limite. Ça, c'est un anneau. Mais dans la bande de Mébius, c'est un peu un anneau retourné, la mouche va pouvoir passer du dedans au dehors sans jamais franchir la limite. Et donc, c'est ce qui permettait à Lacan de dire, l'intimité et l'extimité, ou l'intime et le public, en fait, c'est 2 manières différentes de voir les choses, mais en fait, il y a une continuité permanente entre les deux. Donc, on peut dire que Jacques Lacan définissait l'extimité d'un point de vue topique. Intimité, extimité, continuité entre les deux, point de vue topique. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté à ça? C'est l'idée qu'il fallait penser les choses de manière dynamique.
c'est-à-dire non pas en termes d'espace, mais en termes de désir. Et qu'est-ce qui m'a mis sur ce chemin? C'est l'émission de télévision Love Story 1, c'était bien le 1, en 2001 justement, Love Story. Et dans cette émission de télévision, il y avait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se faisaient passer un peu pour des ados, mais ils n'étaient plus ados. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? On les voyait mener leur vie quotidienne et souvent montrer beaucoup de choses d'eux-mêmes. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'articles dans les journaux, aussi de tribunes d'intellectuels qui disaient « mais c'est insupportable, ces jeunes sont de véritables exhibitionnistes ». Et là, j'ai dit non, ce ne sont pas des exhibitionnistes. Vous savez, l'exhibitionnisme, quand même, c'est une catégorie psychiatrique, je la connais, et le propre de l'exhibitionniste, c'est de ne courir aucun risque. Et le propre de l'exhibitionniste, c'est donc de ne montrer que ce qu'il sait pouvoir provoquer un effet de sidération, de fascination chez son vis-à-vis. Et pour cela, l'exhibitionniste donc ne montre de lui que la même chose toujours, et l'exhibitionniste donc est une sorte de cabotin répétitif. Et puis l'exhibitionniste a besoin de voir cette fascination chez son interlocuteur, c'est sa jouissance. Or, ces garçons et ces filles dans le loft n'avaient aucune idée de l'effet produit par ce qu'ils faisaient, puisque justement les organisateurs de l'émission de télévision avaient décidé qu'ils n'auraient jamais de retour du public, ils ne savaient rien. Ils menaient leur vie et ils ne savaient pas si l'émission était regardée ou pas, si elle était critiquée, si elle était adulée, ils n'en avaient aucune idée. Et donc j'ai dit, le mot d'exhibitionnisme ne convient pas parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne correspondent pas, donc il faut trouver un mot nouveau. Et j'ai proposé ce mot d'extimité en insistant sur le fait que l'extimité, contrairement à l'exhibitionnisme, c'était une prise de risque, c'était une façon de montrer de soi des facettes qui jusque-là avaient été gardées dans l'intimité et de les montrer en espérant trouver un interlocuteur qui y soit sensible et peut-être que cet interlocuteur, du coup, nous permette de valoriser cette compétence. Je joue la guitare, j'y joue peut-être très mal, mais peut-être quelqu'un va trouver que j'ai un talent, voire plus, que mes textes un peu bizarres sont originaux, qui méritent d'être médiatisés, voilà. Et donc, du coup, j'ai insisté sur le fait que le désir d'extimité, c'est en fait un désir qui ne s'oppose pas à l'intimité, mais qu'il complète. C'est-à-dire que mon intimité, tant que je la garde pour moi, je peux toujours avoir un doute sur sa valeur. Mais aussitôt que je la partage, eh bien, soit ce doute va m'être confirmé, les gens vont dire non, ça n'a aucun intérêt, ou ça va être l'indifférence, ou alors des gens vont me dire, ah ben oui, moi aussi, et c'est bien, et c'est intéressant. Et donc, du coup, le désir d'extimité, c'est une manière de valoriser certaines facettes de mon intimité. Je dis bien certaines facettes, parce qu'on ne valorise jamais toute son intimité. Il faudrait se lever très tôt et être constamment sur les médias pour valoriser toute son intimité. Donc, l'idée, c'est que certaines facettes de mon intimité qui me paraissent pouvoir passer dans l'espace public, je vais les porter par mon désir d'extimité, et cela va contribuer à augmenter mon estime de moi-même, et cela va contribuer à créer un réseau social plus riche, celui des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et alors ce mot que j'avais proposé en 2001 par rapport à l'émission de télévision Love Story, dans un livre qui s'appelait Intimité surexposée, parce qu'à l'époque, l'éditeur n'avait pas voulu l'appeler l'extimité. Il m'avait dit personne ne comprendra ce que ça veut dire. Hélas, voilà. Donc ça s'appelle l'intimité surexposée. Mais donc ce livre qui a été publié par rapport à une émission de télévision, ensuite a eu beaucoup de succès, bien sûr, par rapport au fait que Internet a permis à chacun de proposer des facettes de son intimité, alors non plus seulement aux spectateurs de la télé, mais virtuellement au monde entier. Voilà. Donc, le désir d'extimité, vous voyez, qui du coup doit être questionné, est-ce qu'il menace ou pas l'intimité? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce désir d'extimité, il a toujours existé. Toujours, nous avons eu envie de savoir la valeur à accorder à nos pensées. Si tout d'un coup nous avons une idée, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que nous pouvons écrire? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que nous pouvons composer en musique? Voilà. Est-ce que nous pouvons peindre, dessiner? Voilà. Donc, désir d'extimité a toujours existé, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à l'invention de la télé, puis surtout d'Internet, il ne s'adressait qu'à l'environnement proche. C'est-à-dire, si j'étais ado, je faisais gratter ma guitare, je pouvais faire écouter à mes cousins, mes cousines, voilà. C'est un environnement très limité. Grâce à la télé, puis grâce à Internet, les choses ont complètement changé. Alors, est-ce que ce désir d'extimité menace l'intimité?
On voit bien qu'il la complète, hein, augmentation de l'estime de soi, réseau social plus riche, mais il peut aussi la contrarier. À quel moment? Eh bien, lorsque je vais décider de mettre toujours plus de mon intimité de manière à avoir un écho toujours plus large. Et c'est là que, à mon avis, on ne peut plus parler de désir d'extimité, mais c'est là qu'on va basculer dans l'exhibitionnisme. Alors prenons un exemple simple, un ado gratte sa guitare, il fait des petites chansons, il met sur Internet, ça n'intéresse personne. Peut-être qu'il aura la mauvaise idée de se dire, ben, si je mettais en musique mon désir de me suicider, ou si je tenais des propos antisémites, ben, probablement ça ferait le buzz. S'il essaye, oui, ça va faire le buzz, mais en même temps c'est la cata. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a l'intimité, il y a le désir d'extimité, mais il y a la perversion du désir d'extimité en exhibitionnisme. Et aujourd'hui, hélas, hein, beaucoup de jeunes sont tentés par l'idée de devenir rapidement célèbres et peuvent surexposer leur intimité ou surexposer l'intimité des autres, hein, sous prétexte que ça pourrait leur permettre de gagner en notoriété. Mais évidemment, on n'est plus là dans le registre du désir d'extimité. Alors justement, en quoi Internet va-t-il intervenir par rapport à tout ça? Alors Internet va d'abord modifier dans les familles quelque chose, un équilibre traditionnel essentiel. C'est que traditionnellement, quand quelqu'un avait une intimité et qu'il voulait la faire reconnaître, il commençait par la famille. Donc ça pouvait être des pensées personnelles, des préoccupations, des dessins, voilà. Mais, et donc du coup, la famille était le premier interlocuteur de mon intimité avant qu'éventuellement mon intimité passe dans l'espace public. Alors aujourd'hui, il m'est possible de mettre dans l'espace public des choses ignorées de ma famille. Et donc du coup, à la limite, des inconnus, des gens que je ne connais pas, peuvent savoir sur moi des choses que ma famille ignore. Donc il y a un court-circuit. Et alors, je me suis intéressé à ça précisément par rapport à des secrets de famille. Des gens qui sont porteurs d'un secret familial peuvent, pourquoi pas, mettre ce secret dans des écrits disponibles sur Internet, alors que leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants l'ignorent. Et donc ça, c'est un premier court-circuit très préoccupant parce que du coup, les conjoints, les conjointes, les enfants qui l'ignorent peuvent le découvrir sur Internet et avoir l'impression qu'il n'y a vraiment plus droit à l'intimité. Ben non, c'est pas ça. C'est que la personne qui a décidé de le mettre a décidé que ben, ça passerait peut-être mieux auprès d'un public qu'il ne connaît pas qu'auprès de ses proches, notamment pour des choses honteuse, difficile à dire. On sait qu'il est plus facile de s'adresser à l'anonymat de l'Internet que s'adresser précisément à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Donc ça ne veut pas dire que l'intimité soit menacée, mais ça veut dire qu'elle se gère autrement. Voyez, elle ne se gère plus en termes d'espace, c'est-à-dire intime, privé, public, enfin intime, intimité, privé, public, avec une ligne qui traverserait tous ces espaces de manière continue, mais on peut sauter de l'un à l'autre, et du coup l'intimité, c'est plus ce que chacun décide d'être de son intimité. Quelqu'un peut décider que les photos de ses enfants, c'est son intimité, il ne les montre pas, mais les photographies de ses ébats sexuels, il les montre. Les enfants, jamais, c'est sacré. Mais ma sexualité, oui. Puis un autre peut très bien considérer que les photos de ses enfants, il les met largement, hein, voilà, y compris dans le bain, mais non, ma vie intime, c'est sacré. Oui. Et donc du coup, déjà avec Internet, chacun va pouvoir décider là où il place son intimité. Ça, c'est vraiment un changement fondamental. Alors la possibilité pour chacun de placer son intimité là où il les désire va avoir une autre conséquence. C'est que je peux aussi présenter comme étant de mon intimité des choses qui ne le sont pas. Et je m'explique, il paraît que, d'après un sondage récent, que 53% des personnes qui mettent des tranches de leur vie intime sur Internet, en fait, mettent... je vais refaire, on va refaire. Voilà. Alors, la possibilité pour chacun de mettre une chose ou une autre de son intimité sur Internet a aussi pour conséquence que ce n'est pas en termes de tout ou rien, c'est-à-dire on peut aussi modifier son intimité, c'est-à-dire par exemple, avoir une relation de couple très difficile, c'est mon intimité, mais montrer sur Internet une relation de couple absolument formidable. Donc ce n'est pas seulement le choix de montrer ou de ne pas montrer certaines facettes de son intimité, c'est aussi le choix parfois de transformer certaines facettes de son intimité. Et il faut bien comprendre que l'intimité sur Internet, elle relève de ce que Erving Goffman avait appelé la mise en scène de la vie quotidienne. La mise en scène de la vie quotidienne, aujourd'hui, c'est plus seulement la manière de se présenter dans la vie sociale,
lorsqu'on croise des personnes ou quand on va au bureau. C'est aussi une manière de se fabriquer une image sur Internet. Et une enquête récente montre d'ailleurs que 53% des personnes qui mettent des images de leur intimité sur Internet reconnaissent les falsifier, dans le sens de ne mettre que des images très positives qui montrent leur vie personnelle comme très agréable, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le même pourcentage indique 53%, que les gens qui vont sur les réseaux sociaux se méfient des personnes qui peuvent présenter leur vie personnelle de manière enjolivée. Bon, c'est dommage parce qu'il en reste encore 47%, semble-t-il, qui seraient tentés de croire que ce qui est présenté sur Internet serait la réalité. Bon, 53%, c'est quand même un peu plus que la moitié. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, les espaces qui semblent largement ouverts à l'intimité des internautes sur Internet sont des espaces de construction d'une identité qu'on veut montrer aux autres, et peut-être même qu'on veut montrer aux autres pour y croire. Parce que si si ma vie de couple n'est pas très agréable, je peux espérer qu'elle va s'arranger. Et vous savez, une manière de porter son espérance, c'est de croire que ça y est, elle est réalisée. Donc je mets une photo où je parais très très heureux avec mon épouse ou mon époux, et du coup je peux penser, quand je la regarde, quand je la mets, que c'est ça ma normalité et que les problèmes quotidiens vont disparaître. Voyez ? Donc il ne faut pas prendre l'espace d'Internet pour un espace qui témoignerait de la vie de nos contemporains. C'est un espace qui témoigne du désir qu'ont nos contemporains d'avoir une vie qui va mieux, donc on la met en scène, et de se montrer sous le meilleur jour. Ben pourquoi ? Parce qu'on sait bien que les gens qui parlent de leurs problèmes ennuient et que les gens pour lesquels tout semble réussir se font plus d'amis. Voilà. Donc mise en scène de la vie quotidienne sur Internet. Alors, est-ce que ça veut dire que l'intimité ne serait pas menacée, que chacun la gérerait comme il voudrait? Eh bien non, parce que, hélas, il y a un autre élément à prendre en compte, on en parle beaucoup, c'est la manière dont toutes nos informations personnelles aujourd'hui sont recueillies, sont thésaurisées, sont analysées par des fournisseurs d'Internet, par le fameux GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, auquel certains ajoutent Microsoft, ce n'est plus GAFA, c'est GAFAM. Et donc le GAFAM, en effet, prélève constamment nos données personnelles, et s'ils en avaient le courage, ils pourraient finalement nous dire tout ce qu'ils savent de nous, et on s'apercevrait qu'ils en savent beaucoup. Donc si l'intimité est menacée aujourd'hui, en effet, c'est par ces grosses machines qui récupèrent nos données, qui les traitent. Alors, elles nous disent qu'elles les anonymisent, mais des études ont montré qu'on peut désanonymiser. Et vous savez qu'en France, je terminerai par là, nous bénéficions heureusement du règlement général de protection des données qui a été voté par l'Europe. Et je terminerai en donnant à chacun des gens qui regardent cette vidéo voilà, un conseil, c'est que quand vous allez sur un site et qu'on vous dit pour le bon fonctionnement de ce site et pour votre meilleure information, nous vous demandons d'accepter nos cookies. Eh bien, cherchez, en général ça apparaît ça sous forme d'un gros pavé vert ou rouge et on ne peut pas le rater. Mais en général, vous avez un petit peu 1 centimètre au-dessous, en tout petit, écrit pour d'autres conditions, cliquez ici. C'est écrit en caractère blanc, en général c'est peu lisible, alors faites-le et vous verrez que vous pouvez désactiver très souvent tous les cookies et ça ne vous empêche pas d'avoir accès à votre site. C'est vraiment une nouvelle forme d'hygiène mentale qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, la protection de l'intimité, ben, c'est plus seulement veiller à ce qu'un certain nombre de choses qui concernent notre vie familiale, notre vie intime, ne puissent pas être déposées sur la place publique, mais c'est aussi veiller à ce que toutes nos navigations sur Internet soient protégées le mieux possible. Et heureusement, nous avons le Règlement général de protection des données, le RGPD. Merci de votre attention.